Pâques. Mais ce qui est magnifique, c'est de vous lire aussi tous les matins. N'hésitez pas, on vous attend. Ça fonctionne aussi par SMS au 3063 pour 50 centimes le message. Yasmine Lamis nous rejoint ce matin pour nous donner un maximum de conseils pour notre quotidien. Yasmine, bonjour. Bonjour Julie. Vous allez bien, Yasmine? Très bien, très bien. Dites donc, Yasmine, c'est les vacances de Pâques. C'est vrai, alors qu'on soit en congé ou pas, c'est aussi l'occasion de manger du chocolat. Oui, donc il y a quelques jours, c'était le dimanche de Pâques. Je ne sais pas si vous, Julie, vous avez été avec votre petit panier récolté ou à la chasse aux œufs. Bien sûr, c'est tellement bon. Bien sûr. Et mon neveu, c'était très sympa. Donc c'est vrai que on se pose souvent la question de savoir à l'heure actuelle qu'est-ce que contiennent finalement mes œufs et mes lapins en chocolat. C'est vrai. Donc le consommateur se pose de plus en plus la question de savoir est-ce que aujourd'hui on est suffisamment informé sur ce qu'on mange. On assiste de plus en plus à une conscientisation, à une meilleure conscientisation à ce qu'on va acheter et à ce que on va manger. Donc les produits dans nos assiettes. On va donc regarder un petit peu ce qui se trouve sur l'étiquette. Oui, donc il y a effectivement une nouvelle réglementation qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, en 2014. Donc fin décembre 2014, il y a un règlement européen qui a été mis en évidence pour l'application à tous les pays dans l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il dit ce règlement européen? Je vais vous en parler maintenant. Donc effectivement, il y a des nouvelles règles qui ont été mises en place afin de permettre d'avoir des étiquettes plus claires, plus complètes et plus lisibles. Donc toutes ces règles, toutes ces nouvelles réglementations en ce qui concerne l'étiquette des produits, eh bien, elle s'applique à tous les pays de l'Union européenne et elle s'applique finalement à tous les exploitants dans le secteur alimentaire. C'est pour ça que maintenant on voit aussi en gras parfois contient du lait, du soja, Voilà. etc. C'est pour ça. Absolument, ça c'est une des nouvelles réglementations. Donc il y a différentes obligations qui ont été mises en place en 2014. Bon là je vais vous en citer quelques-unes, je ne peux pas parler de tout évidemment. Donc pour vous prendre un exemple, par exemple j'achète un produit, une boîte de céréales. Oui. Comme vous savez, ce produit est emballé et il est placé, en l'occurrence les cornflakes et céréales, dans une boîte. Alors comme vous savez, à un endroit bien précis, ici sur le côté gauche ou droit de la boîte, il y a toutes les indications sur le produit. Donc, toutes ces informations qui sont maintenant devenues obligatoires. Alors une des premières obligations, eh bien, c'est la dénomination du produit. Donc c'est important maintenant d'avoir une description du produit de façon claire afin de permettre aux consommateurs de choisir son produit de façon réfléchie. Donc qu'ils puissent toujours être bien informés, avoir l'information suffisamment claire et lisible. Donc il y a une taille minimale qui est imposée maintenant sur les caractères. Et alors c'est important aussi de décrire tout ce qui concerne le produit. Donc par exemple, si un nouveau produit a été injecté dans un ingrédient, par exemple les produits à base de viande ou les produits de la pêche, s'ils contiennent des protéines qui ont été rajoutées, qui proviennent d'espèces animales, d'autres espèces animales que la viande ou les produits de la pêche, eh bien il faudra toujours le mentionner. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est par rapport aux allergènes, aux personnes qui deviennent de plus en plus intolérantes à certaines choses? Voilà, donc ça c'est effectivement une question qu'on se pose beaucoup. On assiste de plus en plus maintenant aux intolérances, comme vous savez, aux allergies alimentaires. Et donc, il y a plein de nouvelles réglementations qui ont été imposées en ce qui concerne les allergènes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des exemples d'allergènes. Est-ce que vous avez comme ça des exemples en tête? Lactose, par exemple. Le gluten. Donc, effectivement, les céréales qui contiennent du gluten. Il y a le lait qui contient le lactose et les protéines de lait. Bon, de façon générale, il y a 14 substances qui sont dans la liste, qui sont reprises dans la liste des allergènes principaux et qui sont effectivement à la base des intolérances ou des allergies alimentaires. Alors ici, il y a quelques obligations qui ont été mises en place concernant les allergènes. Alors la première obligation, c'est qu'ils doivent toujours être déclarés lorsqu'ils sont produits. Donc ils doivent toujours être déclarés pour la production d'une denrée alimentaire et on doit toujours savoir si elles sont toujours présentes dans le produit fini. Donc ça, c'est important de le signaler. Alors il faut également, comme vous avez déjà vu, le nom de l'allergène doit sortir de la liste, du reste de la liste des ingrédients. Donc il faut le mettre en évidence de façon à ce qu'ils sortent bien de la liste en gras, en majuscule, en couleur. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Et alors parfois ça arrive que l'étiquette soit trop petite et que tous les ingrédients ne sont pas énumérés. Alors, qu'est-ce qui arrive? J'imagine que vous l'avez déjà vu plein de fois. Il est mis contient du gluten ou contient le nom de l'allergène. Donc ça, on devra toujours le signaler, même si les autres ingrédients ne sont pas toujours mentionnés. Stipulé, effectivement. Alors, une autre obligation qui est mise en place aussi en 2014, donc ça c'est un autre règlement, mais je vais en parler maintenant en ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées. C'est vrai qu'on ne sait pas finalement, quand c'est pas forcément préemballé. Oui, donc ici, ce que j'ai parlé, c'est surtout les éléments
préemballés. Tout à fait. Mais alors ici, il y a une autre réglementation qui est mise en place pour les denrées alimentaires non préemballées. Donc par exemple, Julie, vous allez manger un croque-monsieur dans un snack. Alors il y a des nouvelles obligations qui sont imposées aux restaurateurs, absolument. Donc la première obligation, c'est que vous devrez toujours être informé, soit oralement ou par écrit, de tout ce que vous allez manger. Donc ça veut dire qu'on ne va pas déranger finalement le restaurateur en posant la question, tiens, est-ce que ça contient du lactose, est-ce qu'il y a du fromage? Non, absolument pas. C'est son obligation maintenant depuis 2014. Et alors, soit un membre du personnel devra être en permanence à votre disposition, Julie, pour vous expliquer exactement ce que vous allez manger. Négater les intolérants. Ou alors, si ce n'est pas possible, ce qui est souvent difficile, il faut que l'information soit informée donc de façon écrite. Donc, soit indiquer, Julie, vous trouverez au comptoir la fiche technique qui contient l'aliment que vous allez manger. Ou alors, il faut l'afficher de façon claire à un endroit du restaurant, la fiche technique de l'élément que vous allez manger. Et autre élément important, c'est la date de péremption. J'imagine que ça aussi, c'est obligatoire depuis longtemps. Voilà, donc ça, c'est un élément important que j'ai tenu à signaler aussi en ce qui concerne les denrées alimentaires préemballées. Donc, est-ce que vous connaissez la différence? On le connaît, mais on ne sait pas toujours la différence qui existe entre la date de durabilité minimale et la date de limite de consommation. La différence. Vous allez nous expliquer ça, Yasmine? Yasmine est là pour ça, évidemment. Il y a une différence entre les deux. Vous le voyez souvent, on ne se rend pas toujours compte, mais on le voit souvent quand on achète un produit. Donc, la date de durabilité minimale, c'est quand il est indiqué à consommer de préférence avant. Donc, par exemple, les pâtes. Par exemple. Alors, c'est une date jusqu'à laquelle le produit garde son goût, son aspect et ses autres propriétés à partir du moment où il est conservé dans des conditions optimales. D'accord. Alors, il faut savoir que la plupart de ces produits, donc comme je l'ai dit, les pâtes, le riz, etc., peuvent être consommés après cette date. Maintenant, un bon conseil, il faut toujours vérifier si l'emballage est toujours OK, si le goût, si l'odeur est toujours intacte. Toujours OK, en mode visiteur ce matin. Dites, vous restez avec nous, Yasmine, évidemment, puisque c'est super intéressant. Là, on parle de chez nous, en Belgique. Tout à l'heure, vous allez nous emmener à l'étranger pour d'autres lois assez farfelues et cocasses. En tout cas, merci d'être là ce matin. Merci à vous de nous regarder aussi. Tout à l'heure, on vous parlait justement des Frères Dardenne. C'est vrai, on en a parlé. Ça fait à peu près 30 ans maintenant qu'ils ont réalisé leur tout premier film. Et on a retrouvé le reportage, la séquence nostalgie avec C'est du Belge. Ostende sous les premiers rayons du soleil. Quelques touristes britanniques hument l'air marin. La nuit, dans le hall de l'aéroport de la cité côtière, deux frères, deux liégeois, Jean-Pierre et Luc Dardenne, tournent Falsch de René Kaliski. Falsch ou Faux, traduit de l'allemand, est la plus moderne et la plus tourbillonnante des pièces de René Kaliski. On retrouve le trajet de ceux qui étaient des juifs assimilés à l'Allemagne, qui n'ont pas cru que ça allait être ce que ça a été, que ça allait être la barbarie que ça a été. Ça a été monté par vitesse, parce que en fait c'est une pièce qui n'a pas été terminée par Kaliski. On était jeunes. Non, ben c'était le plateau de Falsch. C'est notre premier film, donc on découvrait le cinéma, on découvrait l'appareil, les appareils, la caméra, les acteurs. Dans cette œuvre, rythme et rite confrontent les doubles avec une violence frisant l'insoutenable. Le rôle principal, celui de Joé, est tenu par Bruno Kremer. C'était notre angoisse, en fait, c'est des acteurs. Ne pas avoir peur des acteurs, rencontrer des corps. On n'avait jamais travaillé en documentaire. Oui, les corps sont là, mais c'est pas vous qui dites on va faire ça, vous déplacez là, vous faites ça. Tandis là, il fallait... Et un corps, ça a une place. Ça occupe une place. Je crois que ça représente un peu tout de même le personnage de l'auteur qui traite d'un problème qui a dû le tourmenter, je pense. Nous, on doit une fière chandelle à Bruno Kremer. Notre peur nous faisait donner beaucoup d'explications. Voilà, maintenant on va faire telle scène, et avant ça, il s'est passé ci, il s'est passé là, et après il va se passer ci. Et Kremer nous a dit, les amis, je suis là pour l'instant. Je ne peux pas être avant ni après, je suis là. Et c'est parce que je suis là que la scène va fonctionner ou pas. Voilà, c'est une grande leçon de cinéma pour nous. Je crois qu'on avait envie de raconter des histoires, on avait envie de mettre en scène des corps dans un espace, et de filmer. Je crois que c'était une envie, un désir. Et je pense que le désir, c'était, même si ça nous faisait peur, mais c'est ça le désir. Hein. On désire ce qui fait un peu peur. On désire le risque aussi. Et on désirait travailler avec des acteurs. C'est ça, vraiment. Falsch de René Kaliski, transposé au cinéma par les frères Dardenne. Une œuvre forte qui sortira sur les écrans belges dès l'automne prochain.
pour nous, on a encore des répliques qu'on connaît, qu'on se récite comme ça, qu'on connaît par cœur. On aime beaucoup cette famille, la famille Fall. Et c'est dans son salon que Gérald Wathelet vous retrouve tous les vendredis soirs pour C'est du Belge. Il est 6h49, l'heure d'aller sur la route avec Stéphane Piedboeuf. Stéphane, ça a l'air encore vert ce matin. Effectivement, c'est fluide partout, Julie, donc vraiment prenez le temps de petit déjeuner. Il y a quand même un accident sur l'autoroute E411 qui relie Namur au Luxembourg, à Courrières. Un camion est sur le flanc et la chaussée a été fermée à la circulation. Donc si vous devez emprunter cet axe, eh bien, il faut sortir à la sortie numéro 18 Courrières et puis emprunter la Nationale 4 pour reprendre la E411 via la sortie 18 bis. Vous voyez que c'est un petit peu rouge, mais puisqu'il n'y a pas grand monde sur la route, il n'y a pas de longue file à cet endroit, mais partez peut-être un petit peu plus tôt si vous comptez rejoindre le Grand-Duché aujourd'hui via la E411. Alors aujourd'hui, c'est la mauvaise journée de la semaine dans la météo avec un ciel gris, de la pluie qui s'invite chez nous, principalement au sud du Sion-Sambre-et-Meuse. Au nord, les pluies seront de plus faible quantité. Et puis cet après-midi, eh bien, on va alterner avec des périodes de temps sec et de pluie. La pluie va quand même concerner pendant toute la journée les provinces de Liège et de Luxembourg jusqu'à 10 degrés avec un vent de secteur nord-est, donc une sensation de froid bien présente, mais rassurez-vous, le retour du printemps est prévu dès vendredi après la dissipation des nuages bas qui seront quand même assez présents sur les hauteurs en matinée. Le retour du soleil avec samedi un vent de sud-est, de l'air bien sec jusqu'à 16 degrés. Ça va faire grimper les températures. Ça se confirme pour dimanche jusqu'à 18 degrés, même s'il y aura de la pluie le week-end, mais ce sera pendant la nuit normalement de samedi à dimanche. Donc une ambiance peut-être un petit peu humide dimanche matin, mais rien de grave. On va passer un bon week-end. Oh, mais quelle bonne nouvelle, ça fait toujours plaisir évidemment. 6h50, on vous rappelle dans 10 minutes pour revoir un petit peu comment ça se passe sur les routes et au niveau de la météo évidemment. En attendant, si vous partez en voiture travailler ce matin, n'hésitez pas à vous connecter aussi en radio sur Vivacité pour l'info proche de chez vous. Dans quelques instants, on revient, on parlera des plus beaux monuments à découvrir dans le monde et puis des lois un peu cocasses et farfelues avec Yasmine Lamis. En tant que leader du marché en Belgique, Willems peut vous proposer votre véranda au meilleur prix. Willems, maître constructeur en véranda. Robert Mailleux fête ses 40 ans de carrière. Fêtez-les avec moi. Profitez des journées anniversaires au Meuble Mailleux. Neupré, Namur, Bastogne. Et sur meublemailleux.com. 6h, 8h, le 6-8. Bonjour tout le monde, bon jeudi, bienvenue si vous nous rejoignez. On espère que tout va bien chez vous. Profitez bien des congés de Pâques si vous avez l'occasion de le faire. Et sinon, courage, on est avec vous. On s'évade un petit peu ce matin dans le fil rouge, puisqu'en 1889, un 31 mars, nos voisins français inauguraient la Tour Eiffel. L'occasion de parler des plus beaux monuments dans le monde. Yasmine, vous avez un monument comme ça qui vous vient en tête quand on parle des plus beaux monuments du monde? Mais concernant les monuments et sites, parce que si les sites, je trouve qu'en Irlande, on a eu l'occasion de voyager l'Irlande quelquefois, il y a vraiment des très beaux sites, comme les lacs du Connemara ou tout le nord de l'Irlande, etc. C'est vraiment des endroits magiques, naturels, sauvages, qui sont juste des lieux à découvrir, je trouve. Et sur Facebook, on a pas mal d'idées aussi pour s'évader un petit peu. On va du côté de chez Céline, qui nous écrit simplement les pyramides de Gizeh, Abou Simbel, les côtes de Bretagne, le Mont Saint-Michel, c'est vrai que c'est très beau aussi. Et bien sûr, la côte belge, l'Atomium, les coteaux de la Citadelle à Liège, les Hautes-Fagnes, la Grand Place de Bruxelles. Il y a tellement de belles choses à voir partout. Il y a Jo qui nous écrit la mer des Sables à Stambruge. On a aussi Yvette qui dit la Sagrada Familia à Barcelone, la fontaine de Trévis à Rome. Dans chaque capitale européenne, il y a des monuments superbes. Pourquoi aller outre-Atlantique alors que nous avons tant de choses à découvrir, même à quelques kilomètres de chez nous? Bon, cela dit, on va quand même rester chez nous, c'est sûr, on est bien ici en Belgique. Et Michel nous a envoyé un petit SMS pour nous demander de réexpliquer un petit peu l'histoire des étiquettes et des dates de péremption sur les produits. Yasmine, c'est à vous qu'on fait appel pour ça. Donc, effectivement, la première date que j'avais signalée, c'est la date de durabilité minimale, donc à consommer de préférence avant, qui concerne des denrées qui ne sont pas périssables tout de suite et qu'on peut toujours consommer après la date. Par contre, les dates de limite de consommation, donc ça, c'est lorsqu'il y a la mention à consommer jusqu'au, eh bien là, il faut faire attention, il ne faut pas dépasser la date en général. Il s'agit des denrées qui sont rapidement périssables et qui peuvent introduire un risque pour la santé des consommateurs. Ben voilà qui est clair.
Merci beaucoup Yasmine. Dites, on va partir un petit peu, on va un peu voyager avec vous. Pour la première question, on va partir en Massachusetts. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve. Les États-Unis, là-bas loin. La côte est des États-Unis. Donc la première question, aux États-Unis, au Massachusetts, est-ce que tous les duels sont permis? Alors j'ai posé la question à différentes personnes dans la rue. Je propose de regarder leur réaction tout de suite. C'est parti. Un duel, vous entendez par des duels comme dans le temps avec l'épée? Je pense pas que c'est autorisé. Massachusetts. Oh. Je ne sais pas. Oh, là, vous me posez une question. C'est une colle. Je ne sais pas répondre. Non. Qu'est-ce que vous pensez qui n'est pas permis comme duel? Des duels avec les armes. Les duels à l'épée, j'en sais rien. Tournoi de boxe. Je sais pas, les duels de chats ou les duels d'animaux. Des duels qui sont pas permis. Non. Tout est permis. En duel, oui. Bon alors on veut la réponse. Moi je pensais effectivement aussi au duel. De chat, j'ai adoré. Donc est-ce que vous savez d'abord ce que c'est un duel? Une confrontation, une battle, une bataille. Oui, donc c'est un combat avec des armes qui sont soumis à des règles bien précises, donc qui opposent deux adversaires et qui visent souvent à réparer une offense ou un tort causé à quelqu'un. Donc évidemment la réponse est non. Plus aucun duel n'est permis aux États-Unis comme dans d'autres pays d'ailleurs. Aux États-Unis, l'interdiction a été votée en 1839 par le Congrès, donc ça fait déjà longtemps que c'est interdit. Par contre, ici, la particularité que je voulais soulever, c'est qu'au Massachusetts, justement, il y a aussi l'interdiction des duels à pistolet à eau. C'est pas vrai. C'est assez une particularité assez étrange. Et alors, d'ailleurs, on va plus loin dans la ville de Marlborough, par exemple, aussi au Massachusetts. Il y a aussi l'interdiction d'acheter, de vendre ou de posséder des pistolets à eau. Mais donc, enfin, c'est un jouet, c'est pour les enfants. Dommage, parce que c'est gai. Moi, je trouve l'été, les petits pistolets à eau. Oui, pareil. Pour les petits comme les grands. Hein, surtout quand il fait chaud, on en profite évidemment. Qui aime bien jouer à ça. Bon, évidemment, cette interdiction, cette loi est désuète. Bien sûr, à l'heure actuelle, elle n'est plus vraiment appliquée, même si elle existe toujours dans les livres de loi. Alors, ça a été instauré pourquoi, en fait, finalement? Donc, ça a une origine dans les Blue Laws. C'est, au fait, des lois qui avaient été instaurées au cours du XVIIIe siècle afin de préserver la moralité publique, afin de préserver le repos dominical et aussi de préserver la quiétude de la ville, finalement. D'accord. Ben voilà, comme ça, on sait quelque chose à raconter à la machine à café ce matin si on va voir les collègues. Vous nous emmenez du côté de Montréal aussi, au Canada. Au Canada, Julie, pour la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est à Montréal, au Canada, est-ce que je peux mettre en vente ma voiture comme je veux? Je propose de regarder tout de suite la réaction des gens, tout de suite. Je ne crois pas. Je pense que oui. Je ne crois pas. Oui. Oui. Non, je pense qu'il y a des démarches administratives à faire avant. J'ai pas encore été au Canada, mais je crois qu'il y a des règles. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire, selon vous? Je pense qu'il faut faire une demande administrative, donc ouais, on doit le demander, donc on peut pas le mettre en vente comme ça sur les voies publiques. Il faut être honnête et la vendre soit à un particulier, soit par une firme, un garagiste agréé pour avoir un an de garantie. Est-ce qu'elle a raison, cette dame? On est curieuse maintenant, dites. Alors évidemment, je ne peux pas faire ce que je veux au Canada, à Montréal. La règle est que les signes à vendre, donc les affiches à vendre que vous voyez de temps en temps sur les voitures, eh bien, elles sont interdites. On ne peut pas les placer sur les voitures, les véhicules en mouvement ou sur les véhicules qui sont stationnés sur la voie publique. On passe par des sites internet alors, ou des forums? Par des sites internet, par des commerçants agréés, etc. Mais on ne peut pas mettre une affiche à vendre sur sa voiture. Alors, cette interdiction n'est pas désuète, elle existe toujours à l'heure actuelle et elle est toujours de temps en temps appliquée. Bon, évidemment, c'est une interdiction qui est de moins en moins appliquée. De moins en moins, on est sanctionné lorsqu'on fait cela, mais ça peut arriver. Et alors là, pour la petite histoire, en Belgique aussi, c'est une interdiction qui existe toujours à l'heure actuelle. Donc normalement, en Belgique, si vous voulez mettre en vente votre voiture, vous ne pouvez pas mettre d'affiche à vendre sur votre véhicule s'il est stationné sur la voie publique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas parce qu'on voit quand même souvent dans les rues des voitures avec des affichettes à vendre. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette interdiction. Donc, comme je l'ai dit, c'est une interdiction qui n'est plus beaucoup appliquée au Canada comme en Belgique, mais ça arrive, ça j'ai encore eu l'occasion de le constater récemment, il y a encore des personnes qui se sont fait sanctionner pour avoir mis une affiche à vendre sur leur véhicule. Voilà, vous êtes prévenus alors. Ne faites pas ça chez vous, enlevez la vôtre, Bénédicte. Dites merci beaucoup d'avoir été là, Yasmine Lamis, merci pour les petits conseils, merci aussi pour les conseils avec nos toutous, les minous, tout ça, Bénédicte Flamand, notre vétérinaire préféré. Notre monsieur météo préféré, notre monsieur infotrafic, c'est Stéphane Piedboeuf. Et Stéphane, on espère qu'il y a des bonnes nouvelles. Mais bien sûr, la circulation est fluide. Julie, 32 km de ralentissement cumulé sur l'ensemble des autoroutes, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est les vacances depuis mardi.